Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'indépendance des régions envahies par la Russie et l'installation probablement irrémédiable d'une opposition Est-Ouest. Nous reviendrons ensuite sur les terribles statistiques des viols à Paris. Et enfin, un autre sujet de société avec les scandales qui s'enchaînent à la Fédération française de football. La Russie annexe une partie de l'Ukraine après des référendums dont le résultat a été joué d'avance. Moscou affirme sa domination sur l'est du pays. Plus généralement, les deux camps insistent sur l'opposition entre le bloc occidental et le reste du monde. Un conflit fait pour durer. L'invasion russe en Ukraine a connu un nouveau tournant avec la contre-offensive de l'été, une poussée des forces de Kiev largement appuyée par la coalition occidentale qui n'empêche pas à la Russie de s'installer à l'est du pays. Du 23 au 27 septembre, les républiques de Donetsk, de Lugansk, ainsi que les oblasts de Zaporijjia et de Kherson ont voté leur indépendance au cours de référendums dont le résultat ne faisait guère de doute. Des référendums qui mettent en exergue la difficile conciliation du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit à l'intégrité et à la souveraineté des territoires. Ce que la Russie a reproché hier au Kosovo serbe, elle l'a appliqué à l'est de l'Ukraine. L'UE et les États-Unis, qui ont accueilli avec complaisance le Kosovo, sont aujourd'hui contre l'autodétermination des territoires rattachés à Moscou. Sur ce point, les deux camps sont donc ramenés à leurs propres contradictions, des contradictions qui s'expliquent aussi par le très précaire équilibre entre les notions d'autodétermination et d'intégrité territoriale. Les référendums, eux, semblent plus que jamais inscrire le conflit en cours dans la durée. Un conflit qui couvait depuis plusieurs décennies probablement, alors que le président russe rêve d'en finir avec l'hégémonie unipolaire. Une hégémonie américaine qu'il entend combattre avec d'autres puissances comme la Chine et l'Iran notamment. Ces États vont donc inexorablement être l'objet de dénigrements plus ou moins fondés, une diabolisation à marche forcée qui nous coûte un peu avec la Russie et qui pourra s'avérer plus délicate encore avec la Chine, qui arrose l'Occident de produits manufacturés. Paradoxalement, le président Poutine joue la carte de l'opposition à l'Occident, alors même que la majorité de la population russe vit à l'ouest du pays et aspire à un mode de vie occidental. L'exemple de la création d'une copie conforme de McDonald's en Russie quand l'entreprise de restauration rapide a quitté le pays illustre ce phénomène. En outre, si la Russie a une forme impériale et multinationale, multiethnique et multireligieuse, les grandes agglomérations sont encore dominées par des populations de type européenne, même à l'extrémité est du territoire, à considérer les villes de Khabarovsk et Vladivostok. En s'inscrivant dans la continuité de l'histoire de son pays, Vladimir Poutine a évoqué jeudi l'actuel conflit en Ukraine comme étant la conséquence de l'effondrement de l'URSS. Il fait valoir le choc de la fin du bloc soviétique et décrit, à juste titre, la mise en place d'un monde unipolaire sous domination américaine. Il convient néanmoins de rappeler que l'Union soviétique n'était pas non plus la panacée pour les habitants des régions sous domination russe. Quoi qu'il en soit, il semble plus que jamais se dessiner une rupture entre l'Occident et un ensemble de puissances qui veulent en finir avec l'hégémonie états-unienne. Une opposition qui connaît évidemment des nuances avec certains États qui renonceront à s'inscrire totalement dans un camp ou l'autre, à l'image de la Hongrie ou dans une moindre mesure de la Turquie. La France, elle, n'est plus du tout un acteur majeur et si elle restera dans le giron otanien, renonçant à un rôle de pivot qui avait jadis préservé son rôle dans le concert des nations, elle n'aura au sein du camp occidental qu'un rôle très secondaire, probablement un rôle correspondant au niveau de ses élites, des élites qu'elle a par ailleurs choisies. Dans ce nouvel agencement mondial, les néocons français pourront appeler de leur vœu une implication totale contre les nouveaux ennemis attitrés. Ils n'auront qu'une influence secondaire, comme c'est déjà le cas. La rupture en cours et la mise en place d'un narratif guerrier avec le retour de la notion d'ennemi pour un voisin proche comporte une part de danger non négligeable, à considérer notamment la puissance nucléaire russe. Sur ce sujet, il convient d'être méfiant, surtout si la Russie venait à être poussée dans ses retranchements. Mais il convient aussi d'avoir à l'esprit qu'une seule puissance a déjà utilisé la force nucléaire, les États-Unis. Au lieu du choc des civilisations que certains décrivaient comme imminent entre l'islam et le monde chrétien, semble finalement se dessiner un découpage bien différent, où les oppositions religieuses ne se situent que dans un arrière-plan très lointain. Un changement de donne qui s'accompagne de multiples effondrements internes aux États, effondrement économique et donc misère sociale, effondrement moral et religieux et donc misère humaine. Au-delà des nouveaux équilibres qui semblent prendre forme, c'est probablement aussi le début d'une sorte d'âge moyen, de période de déclin pour l'humanité. Et ce vendredi après-midi, Vladimir Poutine a appelé Kiev à un cessez-le-feu, déclaration lors de laquelle le président russe affirme que c'est l'Ukraine qui a démarré les hostilités en 2014.
Paris, capitale du crime. Alors que la ville est souvent pointée du doigt pour sa désastreuse gestion du patrimoine, la question sécuritaire n'est pas en reste, avec notamment le fléau des viols. À Paris, on viole des femmes dans l'indifférence, un phénomène d'ampleur que masque l'étonnant chiffre officiel. Il s'agirait en effet de 110 viols rapportés à la police dans les rues de la capitale en une année, sans compter les autres formes d'agression sexuelle et sans compter les viols non rapportés. On estime que moins d'un cinquième des victimes déposent plainte, ce qui porterait le nombre de victimes à plus d'un demi-millier, soit plus d'un viol de rue par jour dans la capitale d'une des 10 premières puissances du monde. Des chiffres dramatiques et probablement très en deçà de la réalité. Les témoignages des forces de police de la capitale sont édifiants en la matière. Ainsi, un commissaire affirme que tous les week-ends, il traite 1 ou 2 affaires de viol sur des femmes qui sortent de soirée à Paris. Il convient de tenir compte qu'il y a 20 commissariats dans la capitale. Un phénomène d'ampleur donc qui interpelle certains magistrats et policiers quant à l'absence de réaction politique. Une absence de fermeté des pouvoirs publics semble indiquer que le sujet ne mobilise pas quand la surpopulation carcérale inciterait les juges à requalifier des viols en agression sexuelle, à effectuer des remises de peine et même à prononcer des peines de sursis. Cyril Emardinquet, porte-parole de la Fédération professionnelle indépendante de la police, déplore cette facilité à laquelle les juges ont tendance à se livrer. Si vous tombez sur des services qui requalifient en simple agression sexuelle parce que, je sais pas moi, l'individu leur a mis un préservatif, le violeur, et l'acte de pénétration ne peut que être pas forcément à 100% établi, très souvent, vous avez des viols avérés qui sont requalifiés en agression. C'est la procédure, parce que là, en agression sexuelle, vous tombez en délictuel, donc plus en criminel, donc c'est plus les assises. Alors que la peine encourue pour un viol est de 15 ans, celle pour agression sexuelle est de 5 ans. En outre, même dans le cas d'une condamnation pour viol, les remises de peine cumulées au temps de détention provisoire peuvent conduire à un temps de prison réduit. Dès lors où la personne présente les garanties d'une représentation, et où on va dire, il peut y avoir un léger doute quant à sa culpabilité, mais très léger, d'accord ? Il peut y avoir tout simplement un contrôle judiciaire. Un placement sous contrôle judiciaire, même aussi draconien soit-il, si la personne incriminée veut repasser au viol, à l'acte de viol, parce qu'il répond à une pulsion sexuelle qu'il ne commande pas, il peut très bien récidiver alors qu'il est en contrôle judiciaire, déjà dans une affaire. Face à ce phénomène, les forces de police disposent pourtant de données leur permettant de mieux cerner comment faire face, comme par exemple le lieu des agressions. La majorité des viols a lieu la nuit aux alentours de quartiers animés et de lieux festifs, ce qui donne une indication sur les endroits et les horaires auxquels il s'agit de renforcer les dispositifs de sécurité dans la ville. Une indication de lieu qui ne fait de doute pour personne avec des quartiers connus, comme celui de Stalingrad dans le 19e arrondissement, au nord de la capitale. Indication de lieu et d'horaire, mais aussi indication de profil. En effet, pour faire face au fléau de l'insécurité et des viols, il convient de s'intéresser au profil des délinquants sexuels, leur âge et leurs origines. Des faisceaux d'indices pourraient ainsi aider en la matière. Au mois d'août, on recensait une femme violée dans les toilettes près du pont Louis-Philippe par un Algérien, une femme violée dans une impasse près du métro Rue Diderot par un homme de type africain, ou encore une femme violée dans sa voiture dans le 13e arrondissement par un Tchadien. La question de l'immigration et la cohabitation interethnique semble se trouver donc au cœur du problème, une donnée confirmée par les statistiques disponibles concernant les agressions sexuelles dans les transports sur l'ensemble de l'Île-de-France. D'après le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 23% des auteurs sont maghrébins et 17% originaires d'Afrique subsaharienne. La Fédération française de football est-elle un nid de prédateurs sexuels ? Une enquête menée par le journaliste indépendant Romain Molina met le doigt sur des agissements obscurs au sein de l'instance sportive depuis les années 80, une affaire glauque qui pourrait lever le voile sur des pratiques généralisées dans le monde du sport. 40 ans de délits sexuels, 40 ans d'omerta. Les révélations faites ces dernières semaines par le journaliste indépendant Romain Molina font froid dans le dos. Spécialiste du monde du football, décortiquant chaque semaine les micmacs de ce business on ne peut plus juteux, Romain Molina cible également avec détermination tous les prédateurs sexuels qui gravitent autour de ce sport. Après avoir permis entre autres de faire tomber le président pédocriminel de la Fédération haïtienne de football, le journaliste a lancé de graves accusations envers des membres actuels ou anciens de la Fédération française de football, document à l'appui.
Romain Molina a répertorié une dizaine de cas d'abus sexuels depuis le début des années 80, commis tant sur des adultes que sur des mineurs. Citons quelques exemples, à commencer par celui de Francis-Pierre Cochet, sélectionneur de l'équipe de France féminine entre 1978 et 1987, qui aurait été écarté de ses fonctions pour chantage sexuel envers ses joueuses, sans être davantage menacé par la justice. Elisabeth Loisel, ancienne sélectionneuse de cette même équipe de France féminine, entre 1997 et 2007, aurait quant à elle privilégié les joueuses homosexuelles. Lorsque quelques années plus tard, elle fut pressentie pour coacher une équipe de jeunes, l'actuel président de la FFF, Noël Le Graët, aurait dit lors d'une réunion qu'il n'était pas possible de la laisser entraîner les gamines. Voilà qui en dit long. Une autre femme, Angélique Rouja, est au cœur du dossier. Après sa carrière de joueuse, celle-ci a passé près d'une décennie à Clairefontaine, le centre national du football, devenant même responsable du pôle féminin. Son nom était évoqué en 2013 pour intégrer le staff technique de l'équipe de France féminine, ce qui avait débouché sur la menace d'une grève par les joueuses elles-mêmes. Finalement dénoncée et licenciée après cette résistance des joueuses pour relations sexuelles avec mineurs, Angélique Rouja a nié les faits, mais n'a pas contesté son licenciement. Il faut dire qu'elle traîne d'autres casseroles. Des joueuses du FC Metz auraient affirmé que son surnom lors de son passage en Lorraine n'était autre que la pédo, entendez là la pédophile. Brigitte Henriquez, vice-présidente de la FFF, aurait déclaré à Romain Molina que la fédération ne pouvait rien faire, ce qui expliquerait qu'il n'y ait eu aucune poursuite judiciaire sérieuse. Si tel est le cas, les Français peuvent s'inquiéter sur la gestion de la fédération sportive de leur pays, comptant le plus d'adhérents, près de 2 millions. En plus des graves problèmes de délinquance et d'islamisation dans de nombreux clubs, leurs enfants sont donc aussi menacés sexuellement. C'est tout un système que dénonce Romain Molina et certains de ses confrères, notamment du magazine SoFoot. Si quelques noms ressortent du lot, il est à noter que les dirigeants qui se sont succédés à la tête de la FFF ont tous fait la sourde oreille, à minima avec la complicité des médias et des politiciens. Étouffer les affaires ne fait que déplacer le problème et l'on se demande à quoi est dû ce silence quand, par exemple, les scandales touchant l'Église font les choux gras de la presse et des discours politiques. En Islande ou au Gabon, des abus sexuels au sein des fédérations de football ont débouché sur des réactions sans concession du pouvoir envers les coupables. En France, rien à signaler jusqu'à aujourd'hui, les donneurs de leçons préférant épiloguer sur l'affaire des jets privés du PSG. Les délits pédocriminels, y compris commis par des femmes, sont de toute évidence moins vendeurs.